Notre raconteuse qui suit s'appelle Emmeline Assédé. Elle est maître de conférence à l'Université de Parakou au Bénin. Elle est aussi chef adjointe de l'unité de recherche en biologie forestière et modélisation écologique à la même université, mais elle est aussi professeure extraordinaire à l'Université de Pretoria. Elle aussi a perdu quelque chose de très joli. Elle va venir nous raconter l'histoire. Emmeline, bienvenue sur scène. Il était une fois, Plectramynthus caudatus, une petite plante orchidée, très remarquable de par sa beauté resplendissante, qui vivait dans la galerie forestière de Kota, le poumon forestier de la ville de Nati-Tengo au Bénin. Affectueusement nommée Dame Métus dans mon histoire, cette plante était particulière parce qu'elle ne pouvait vivre que sur le dos d'un arbre. Dame Métus était orpheline de père et de mère, seule rescapée de la tragédie de la déforestation, du fait des activités des hommes, telles que l'agriculture incontrôlée. Au détour d'un de mes travaux d'inventaire des plantes en novembre 2011, j'étais tombée nez à nez sur cette plante-là, très belle, et probablement utilisée pour sauver et traiter nombre de maladies, comme bien d'autres plantes en Afrique. J'en suis tombée éperdument amoureuse. Le doux parfum de ces fleurs, blanches comme neige, m'enveloppa sur le champ, comme si c'était un jeu de séduction. Je regarda autour de moi, mais il n'y avait qu'un seul, je dis bien un seul individu de cette plante magnifique qui était perché très haut sur un arbre de Pinta d'Esma. Alors je me suis promis de revenir récolter les graines de cette plante-là pour démarrer pour la première fois la reproduction de cette orchidée-là au Bénin. À la fin d'un de mes cours en Master 2, option foresterie, où j'ai parlé de l'importance des forêts pour les populations locales, des plantes comme les orchidées, et même de Dame Métus, Nasrine, une des étudiantes très brillantes de la promotion, se rapprocha de moi. Elle me dit, « Madame, j'ai été séduite par l'histoire des orchidées. Pour faire mon mémoire de fin de formation, je veux travailler sur la reproduction des orchidées. » J'ai dit, « Yes !» Je suis tombée sur le bon élément pour travailler sur ce sujet. Eh bien, on s'est donné rendez-vous pour aller sur le terrain, faire une étude exploratoire et profiter pour récolter les graines de Dame Métus. Tellement enthousiasmée, déjà à 5 h du matin, Nasrine était sur mon portail. J'ai entendu Kingo. Mais qui peut sonner à cette heure-là? J'ouvre le portail et c'était Nasrine. J'ai dit, mais ma fille, notre rendez-vous, c'est 8 h. En plus, Parakou Nati-Tengo, c'est à peine 2 heures de route. Elle baissa la tête avec un sourire au coin de mes lèvres. Très troublée, j'ai compris qu'en fait, elle avait hâte de rencontrer mon amie Dame Métus. Eh bien, après 3 heures de route et 2 heures de marche, sous un soleil de plomb ce jour-là, on est arrivé dans un environnement complètement bouleversé. Et même inconnu de ma mémoire, je me suis arrêtée net. Le cœur troublé, le regard complètement bouleversé. Je regarda Nasrine, je tourna ma tête vers le paysage. J'étais en train de grelotter, je tremblais. Et là, je me suis agrippée au bras de Nasrine pour ne pas tomber. La pauvre, très inquiète, me demanda, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas?
avez mal? Ah oui. Et de grosses gouttes de sueur dégringolaient mon visage. En effet, le paysage était à perte de vue couvert de champs de maïs. Je dis, mais Nasrine, où est la galerie forestière? Où est l'orchidée? Où se trouve Dame Métus? Qu'est-ce qui s'est passé? À quelques 500 mètres de là, je vis une ombre. C'était un petit vieux. Le dos courbé, complètement meurtri par les rayons de soleil, impitoyable. Il semblait en train d'arracher quelque chose de la terre. Ça doit être probablement les mauvaises herbes qu'il enlevait de son champ. Alors je me rapprocha de lui, et puis il souleva son visage, desséché et couvert de rides, marqué par la dureté de la vie. Poliment, je lui dis « Bonsoir, papa ». Il me regarda avec une petite voix à peine audible et me dit « Bonsoir, ma fille. Mais que fais-tu dans cet environnement, sous ce chaud soleil ?» Je dis « Mais papa, il y a à peine quelques mois, j'étais ici exactement à cet endroit-là. C'était une forêt verdoyante avec beaucoup d'arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les arbres? » Alors, il baissa la tête, le regard à la fois triste et coupable. Il me dit « Ma fille, on a dû couper les arbres pour installer les champs de culture que tu vois ici. Toi-même, tu sais, il n'y a plus de terre fertile quelque part, si ce n'est le long des cours d'eau, où le sol peut encore garder un peu d'eau. Tu sais que les pluies sont rares et irrégulières, et la sécheresse de plus en plus rude et longue. Alors que je dois manger, je dois nourrir mes 8 enfants et mes 3 frères alités à la maison, avec la dizaine de progénitures qui m'ont laissé sur les bras. C'est la même chose un peu partout. Même mon frère qui est au Burkina, la dernière fois on a échangé, il se plaignait de la même situation de sécheresse, d'irrégularité des pluies, de la rareté des pluies. On n'a pas le choix que de couper les arbres et d'installer les champs là où il y a encore des terres fertiles pour pouvoir nourrir nos enfants. On ne peut même pas se permettre d'acheter les engrais qui sont devenus très chers. Qu'est-ce qu'on peut faire, ma fille? Ce n'est pas notre faute. Alors, je regarda ce vieux-là, symbole du passé et d'un présent douloureux. Et je tourna ma tête vers Nasrine, qui représente l'avenir de l'Afrique. Et je me suis fait une promesse, comme dans une confession. Il faut faire quelque chose. Il faut sauver les forêts-galeries. Il faut améliorer la fertilité des sols. Il faut restaurer les sols. Ceci y va pour la conservation des ressources en Afrique et pour l'amélioration du bien-être de nos populations locales. Je vous remercie.